Ma belle-mère a secrètement fait un test ADN à mes 3 enfants et m'a traité de moins que rien quand elle a découvert que l'aînée n'était pas la fille de mon mari. Mais elle aurait dû attendre de connaître la vérité. Je suis Laura, j'ai 43 ans et je suis mariée à Davis, 46 ans, depuis 23 ans. Nous avons 3 enfants, Angie, 17 ans, Jacques, 15 ans, et Samy, 8 ans. Il y a 2 nuits, ma belle-mère Karen, 68 ans, nous a invités à dîner, uniquement pour lâcher une bombe qui a détruit la paix de notre famille. Davis et moi avons lutté pendant des années pour avoir notre premier enfant. Nous nous sommes rencontrés à l'université, nous nous sommes mariés à 22 ans et nous avons commencé à essayer immédiatement. Mois après mois, rien ne se passait. Après 3 ans, nous avons consulté un spécialiste de la fertilité qui m'a diagnostiqué avec le syndrome des ovaires polykystiques. Le médecin m'a prescrit des médicaments pour m'aider à ovuler régulièrement. À l'époque, la fécondation in vitro n'était pas une option pour nous, nous avions des emplois de début de carrière et pas les moyens financiers. Les médicaments semblaient fonctionner, mes cycles sont devenus plus réguliers et le médecin nous a conseillé de suivre mes ovulations pour planifier nos tentatives. Pour la première fois depuis longtemps, nous avons eu de l'espoir. Puis, un drame est survenu. Davis travaillait de nuit dans un entrepôt. Son frère Mike le ramenait souvent car nous n'avions qu'une seule voiture. Une nuit d'avril, alors que Davis était au travail, quelqu'un est entré chez nous. J'étais seule, regardant la télévision dans notre chambre quand j'ai entendu une vitre se briser en bas. Avant que je puisse appeler le 911, un homme masqué a pénétré dans notre chambre, armé d'un couteau. Ce qui s'est passé ensuite est quelque chose que j'ai essayé d'oublier pendant des années. L'homme a cambriolé notre maison mais m'a aussi agressé sexuellement. Une fois qu'il est parti, j'ai appelé la police et j'ai été emmenée à l'hôpital. L'infirmière m'a administré une contraception d'urgence que j'ai prise, bien que je savais que cela pourrait interférer avec mon traitement de fertilité et nos projets de conception. Je n'avais pas d'autre choix. La police n'a jamais retrouvé cet homme, l'affaire a été classée et j'ai tenté de reprendre ma vie en main. 3 mois après l'agression, j'ai commencé à me sentir mal le matin, j'avais perdu l'appétit et j'étais déprimée en permanence. Je pensais que c'était dû au traumatisme. Davis m'a suggéré de faire un test de grossesse, juste au cas où. Je l'ai fait, sans y croire, et quand 2 lignes sont apparues, nous avons pensé que les médicaments avaient enfin fonctionné. Lors de mon premier rendez-vous médical, le médecin a réalisé une échographie et m'a annoncé que j'étais enceinte de 15 semaines, et non de 8 comme nous le pensions. La date correspondait parfaitement au moment de l'agression. J'avais eu des saignements irréguliers après la contraception d'urgence, que j'avais confondu avec mes règles, faussant ainsi notre calendrier. Davis et moi avons eu une longue et difficile discussion cette nuit-là. J'ai proposé d'interrompre la grossesse, mais aucun de nous ne le souhaitait. En voyant notre bébé à l'échographie, nous savions que c'était notre enfant, peu importe la façon dont il avait été conçu. Nous avons conclu un pacte, nous élèverions cet enfant comme le nôtre. Davis a déclaré que la biologie n'avait aucune importance pour lui, qu'il serait le père de ce bébé dans tous les sens du terme. Nous avons décidé de ne pas faire de test de paternité. Nous dirions la vérité à notre enfant lorsqu'il serait grand et il choisirait s'il voulait en savoir davantage. 9 mois plus tard, Angie est née. Elle était parfaite. Davis a coupé le cordon ombilical et l'a tenue en premier. Personne n'aurait pu l'aimer davantage. 1 an plus tard, je suis tombée enceinte de Jacques facilement, ce qui a ravivé notre espoir qu'Angie soit peut-être en réalité la fille biologique de Davis malgré la chronologie. Samy est arrivé 7 ans après Jacques. Il y a 2 ans, la police nous a appelés. Ils avaient arrêté l'homme qui m'avait agressé. Son ADN correspondait à des preuves de plusieurs affaires non résolues, y compris la mienne. L'an dernier, il a finalement été condamné. J'ai fait une déclaration d'impact en tant que victime lors de l'audience. Davis est venu avec moi pour me soutenir. Nos enfants aînés savaient que j'avais été agressée avant la naissance d'Angie, mais ne connaissaient pas tous les détails ni que cela pouvait être lié à la conception d'Angie. L'homme a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Le procès s'est achevé avec peu d'informations rendues publiques. Davis et moi pensions pouvoir enfin tourner la page. La nuit suivant le verdict, Davis a bu plus que d'habitude et a raconté à son frère Mike certains détails qu'il n'avait jamais partagés. Mike a apparemment raconté cette conversation à sa femme, et Karen, la mère de Davis, en a entendu une partie. Elle savait qu'il y avait eu un cambriolage et que j'avais été agressée, mais ignorait qu'il s'agissait d'une agression sexuelle. À partir de ce qu'elle avait entendu, Karen a conclu que j'avais dû tromper Davis. À Noël dernier,
Karen a offert à Angie un kit de test ADN 23andMe. Aucun des autres enfants n'en a reçu un. Angie a trouvé cela étrange et me l'a montré. Étant moi-même adoptée et ayant exprimé le souhait de connaître mes origines génétiques, je lui ai offert une carte cadeau Amazon de même valeur à la place. Dans les mois qui ont suivi Noël, j'ai remarqué que Karen faisait des remarques étranges sur l'apparence d'Angie. Elle demandait d'où venait la couleur de ses yeux ou pourquoi elle était si grande et mince alors que ni Davis ni moi n'avions ce physique. Angie mesure 1,80 m et est athlétique, tandis que Davis et moi sommes de taille moyenne et plutôt corpulents. Nos deux plus jeunes enfants ressemblent davantage à Davis. Angie a aussi remarqué ces commentaires et m'a demandé pourquoi sa grand-mère était aussi critique. J'ai confronté Karen à ce sujet, mais elle a prétendu que ce n'était rien, juste des choses de grand-mère. Il y a 2 nuits, Karen nous a invités Davis et moi à dîner en précisant de laisser les enfants à la maison car elle avait quelque chose d'important à nous dire. Nous avons imaginé un problème de santé ou une question d'héritage. Pendant le dîner, Karen nous a remis à chacun une enveloppe contenant les résultats d'une comparaison ADN. Quand je lui ai demandé de quoi il s'agissait, Karen m'a regardé avec mépris et m'a dit que j'étais une moins que rien, qu'elle avait toujours eu des soupçons. Elle avait comparé l'ADN de Davis avec celui d'Angie, et les résultats ne montraient aucun lien de paternité. Davis était dévasté. Je l'ai traité de sorcière insensible et nous sommes partis immédiatement. J'ai bloqué son numéro. J'ai laissé Davis décider s'il voulait aussi la bloquer. Le lendemain, Karen a appelé Davis. Mike est allé chez elle après le travail. Karen a tenté de justifier ses actes, expliquant qu'elle avait entendu Mike parler des doutes de Davis et avait supposé que je l'avais trompé. Elle l'a poussé à me quitter. Davis lui a dit qu'elle n'avait pas le droit d'interférer ainsi dans notre vie et qu'il couperait les ponts avec elle. Pour clarifier la situation et réfuter l'idée que je l'avais trompée, Davis lui a révélé toute la vérité, j'avais été agressée sexuellement et Angie avait pu être conçue ainsi. Karen a essayé de s'excuser après avoir appris la vérité, mais Davis a refusé. Il lui a dit de ne plus jamais nous contacter. Cette nuit-là, Davis est rentré à la maison bouleversé et blessé. Il a expliqué qu'il avait toujours su qu'il était possible qu'Angie ne soit pas biologiquement sa fille, mais il préférait ne pas le confirmer. Ce qui lui faisait le plus mal, c'était que sa propre mère ait fait ce test dans notre dos, sans consentement, et de la pire manière possible. J'ai appelé mes frères et sœurs pour leur expliquer ce qui s'était passé et que nous n'aurions plus de contact avec Karen. La plupart m'ont soutenu. 2 de mes 7 frères et sœurs, ainsi que Mike, ont déclaré que même si la méthode de Karen était mauvaise, ils pouvaient comprendre ses motivations. Je n'étais pas d'accord, rien ne justifiait ce qu'elle avait fait. Maintenant, nous affrontons la partie la plus difficile, dire la vérité à Angie. Toute la famille est suivie en thérapie depuis l'agression de Karen. Davis et moi voyons chacun un thérapeute et les enfants y vont périodiquement. J'ai programmé une séance d'urgence avec notre thérapeute familial pour nous aider à parler à Angie. Je détestais devoir le faire selon le calendrier de Karen, et non lorsqu'Angie aurait été prête. Angie a accueilli la nouvelle mieux que prévu. Elle n'était pas fâchée que nous ne lui ayons pas dit plus tôt, mais elle était blessée que cela lui ait été imposé sans qu'elle soit prête. Davis lui a exprimé toute sa gratitude pour avoir partagé avec elle une partie si douloureuse de mon passé. Leur relation n'a pas changé, au contraire, ils se sont rapprochés. Angie passe plus de temps avec lui, à aller pêcher ou réparer ensemble sa vieille voiture, des choses qu'ils aiment tous les deux. Nous avons aussi expliqué la vérité à Jacques et Samy. Ils savent simplement qu'Angie a un père biologique différent. Karen avait obtenu les échantillons d'ADN à partir d'objets laissés chez elle lors des nuits que les enfants passaient chez elle, brosse à dents, brosse à cheveux. Angie n'a jamais donné volontairement un échantillon. En raison de la méthode peu fiable utilisée par Karen, Davis et moi avons décidé de faire un test officiel. Les résultats ont confirmé ce que Karen avait découvert, Davis n'est pas le père biologique d'Angie. Mais Angie est notre fille. Elle a été conçue dans la violence mais élevée dans l'amour. Davis est son père dans tous les sens du terme, depuis avant sa naissance. Nous surmontons cela ensemble, en famille. Nous n'avons plus aucun contact avec Karen. Certaines blessures guérissent, mais d'autres laissent des cicatrices qui nous rappellent ce que nous avons survécu. Mise à jour 1. 3 semaines se sont écoulées depuis que j'ai publié mon histoire au sujet de ma belle-mère qui a révélé les résultats du test ADN. Beaucoup de choses se sont passées et je voulais donner des nouvelles à toutes les personnes qui nous ont soutenus et conseillés. Le lendemain de ma publication, Karen s'est présentée chez nous sans prévenir. Davis était au travail, j'étais seule à la maison avec Samy. Angie et Jacques étaient à l'école.
J'ai vu sa voiture entrer dans l'allée. J'ai demandé à Samy d'aller jouer dans sa chambre et de ne pas descendre tant que je ne l'aurais pas rappelé. Karen a frappé à la porte avec un grand panier cadeau. J'ai ouvert, mais je suis restée sur le seuil pour bloquer son entrée. Elle a essayé de me donner le panier en disant qu'elle voulait s'excuser en personne. Le panier contenait des chocolats de luxe, du vin et une carte. J'ai refusé de le prendre. Karen a commencé à pleurer en disant qu'elle avait fait une terrible erreur et qu'elle voulait réparer les choses. Elle a affirmé qu'elle n'avait jamais voulu blesser Angie ni détruire notre famille, seulement protéger son fils d'une éventuelle trahison. Je lui ai dit que ces actes révélaient qui elle était, quelqu'un qui se préoccupait davantage de la biologie que des 17 années que Davis avait consacrées à élever et aimer Angie, quelqu'un qui avait violé la vie privée et la confiance de notre famille, quelqu'un qui m'avait traité de moins que rien devant mon mari. Karen a tenté d'expliquer qu'elle ne savait rien de l'agression sexuelle, qu'elle croyait simplement à un cambriolage classique. Elle a juré que si elle avait su, elle n'aurait jamais agi ainsi. Elle m'a supplié de lui permettre de voir ses petits-enfants, arguant qu'Angie avait besoin de tout le soutien familial possible. Ce commentaire m'a mise en colère. Angie n'avait pas besoin de soutien familial comme s'il y avait quelque chose de mauvais en elle, mais elle avait besoin d'être protégée des personnes prêtes à lui faire du mal, comme Karen l'avait fait. Je lui ai dit de partir et de ne plus revenir. Au moment où Karen regagnait sa voiture, Angie est arrivée. Elle s'est figée en voyant sa grand-mère. Karen a couru vers Angie les bras ouverts. Je me suis interposée entre elles et j'ai demandé à Angie de rentrer. Angie a fixé Karen avec colère puis est partie sans dire un mot. Karen lui a crié qu'elle l'aimait et lui demandait pardon, mais Angie n'a pas regardé en arrière. Le soir même, Angie nous a confié que Karen lui avait envoyé des messages toute la journée pour lui parler. Angie les avait ignorés mais se sentait mal à l'aise. Nous l'avons aidé à bloquer le numéro de Karen et avons informé sa thérapeute. 2 jours plus tard, Mike a appelé Davis. Il a dit que Karen était effondrée et que notre refus de la laisser s'excuser était cruel. Davis lui a répondu que Karen avait perdu le droit de faire partie de notre vie en interférant de manière aussi destructrice. Mike a alors révélé quelque chose de plus grave. Karen n'avait pas seulement testé l'ADN d'Angie avec celui de Davis, elle avait également, d'une manière ou d'une autre, obtenu des échantillons de nos 3 enfants et les avait testés. Les résultats avaient confirmé que Davis était bien le père de Jack et Sammy. Karen comptait s'en servir pour convaincre Davis que je l'avais trompé uniquement concernant Angie, tout en étant fidèle pour les autres grossesses. Cette révélation a mis Davis dans une colère noire. Karen avait violé la vie privée de tous nos enfants. Une semaine après, Angie est rentrée bouleversée de l'école. Plusieurs camarades la traitaient différemment. Une fille lui avait demandé si elle était le résultat d'un viol et si cela faisait d'elle une moitié de criminelle. Angie était dévastée. Nous avons découvert que Karen avait raconté l'histoire de la paternité d'Angie à son groupe de prière à l'église, demandant soi-disant des prières pour notre famille dans cette période difficile. Une personne du groupe avait une fille dans l'école d'Angie et l'information s'était propagée. Davis a appelé Karen ce soir-là. C'est la seule fois où je l'ai entendu crier. Il lui a dit qu'elle avait trahi Angie de la pire des façons en révélant une information privée qui ne lui appartenait pas. Il lui a ordonné de ne plus jamais tenter de nous contacter, sinon nous demanderions une ordonnance restrictive. En réponse, Karen a envoyé un courriel collectif à tous les membres de la famille, y compris mes frères et sœurs, affirmant que Davis et moi la punissions injustement pour avoir dit la vérité et que nous l'empêchions de voir ses petits-enfants. Elle s'est présentée comme une victime, insinuant que mon instabilité liée à mon passé traumatique poussait Davis à se retourner contre sa propre mère. La plupart des membres de la famille ont ignoré son mail ou lui ont répondu en privé pour lui dire qu'elle avait dépassé les bornes. Mais ma belle-sœur Beth, mariée à mon frère, m'a transféré le mail en ajoutant qu'elle trouvait que nous étions trop durs avec Karen, qui, selon elle, était une femme âgée ayant agi par amour pour son fils. Je lui ai répondu avec un récit détaillé de tout ce que Karen avait fait et je lui ai demandé comment elle se sentirait si quelqu'un faisait cela à sa propre fille. Beth s'est excusée et a admis qu'elle ne connaissait pas toute l'histoire. Aujourd'hui, Davis et moi avons rencontré le conseiller scolaire et le directeur de l'école d'Angie. Nous leur avons expliqué la situation de façon générale. Une information privée familiale avait été divulguée sans notre consentement, ce qui avait mené à du harcèlement. L'école a été très solidaire, a pris le problème en main, a parlé aux élèves concernés et a mis en place un suivi régulier avec Angie. Angie fait preuve d'une incroyable résilience. Elle nous a dit que découvrir ses origines biologiques avait répondu à des questions qu'elle se posait. Pourquoi elle était si grande alors que nous ne le sommes pas, et pourquoi ses yeux avaient une couleur différente. Elle a dit que cela ne changeait rien à l'amour qu'elle avait pour Davis, qui restait son père.
Mais elle a admis être curieuse de son héritage biologique pour des raisons médicales. Après réflexion, Davis et moi avons décidé de lui faire un test génétique de santé. Les résultats ont montré un risque légèrement accru de certaines maladies qui ne figurent pas dans nos antécédents familiaux. Ces informations seront utiles pour son suivi médical. Pendant ce temps, Davis lutte intérieurement. Il fait bonne figure devant les enfants, mais je l'ai entendu pleurer sous la douche. Une nuit, il m'a demandé si je m'étais déjà demandé comment notre vie aurait été si l'agression n'avait jamais eu lieu. Je lui ai répondu que je ne me permettais pas d'y penser, car cela signifierait une vie sans Angie, ce que je ne pouvais imaginer. Davis a acquiescé, c'est ma fille. L'ADN n'y change rien. Mais je hais cet homme qui t'a fait du mal, et je hais que ma mère ait fait ressentir à Angie qu'elle n'avait pas sa place dans notre famille. Nous avançons un jour à la fois. Les enfants semblent s'adapter. Le week-end dernier, Angie et Davis sont partis camper ensemble, une tradition depuis qu'elle est petite. Jacques protège Angie à l'école et Samy, qui ne comprend pas toute la situation, pose moins de questions. Alors que la vie reprend peu à peu son cours, Karen continue d'essayer de nous contacter par différents membres de la famille, mais nous restons fermes dans notre décision de la tenir à l'écart de nos vies. Certains jours sont plus difficiles que d'autres, mais nous nous en sortons ensemble. Mise à jour 2. Environ 3 semaines après ma dernière publication, nous avons reçu une lettre d'un avocat représentant Karen. La lettre exigeait des droits de visite pour les grands-parents avec nos 3 enfants, arguant que la rupture soudaine de la relation entre Karen et ses petits-enfants leur causait du tort. Davis et moi avons consulté une avocate spécialisée en droit de la famille. Elle nous a expliqué que dans notre État, les grands-parents peuvent demander des droits de visite sous certaines conditions, mais ils doivent prouver que la perte de contact avec le grand-parent causerait un préjudice au bien-être de l'enfant. L'avocate nous a conseillé de documenter toutes les actions nuisibles de Karen, y compris le test ADN non autorisé et la divulgation d'informations privées qui ont conduit au harcèlement d'Angie. La situation s'est compliquée lorsque nous avons découvert que Karen contactait Angie via le téléphone d'une amie de l'école. Angie ne nous l'avait pas dit car elle ne voulait pas aggraver les choses. Karen lui disait que Davis et moi étions injustes, qu'elle avait le droit de voir sa grand-mère, et qu'Angie devait nous convaincre de la laisser revenir dans nos vies. Angie nous a finalement montré les messages après que Karen lui a proposé de se rencontrer secrètement dans un centre commercial. Angie se sentait mal à l'aise mais aussi coupable de la situation. Nous l'avons rassurée, elle n'avait rien fait de mal et le comportement de Karen était inacceptable. Nous avons organisé une nouvelle réunion avec l'école pour expliquer les nouveaux développements. L'école a été très solidaire et a sensibilisé les élèves au fait qu'ils ne devaient pas transmettre de messages ou de téléphone à Angie de la part de sa grand-mère. Puis un événement inattendu s'est produit. Un soir, Mike, le frère de Davis, est venu chez nous et a demandé à nous parler en privé. Une fois seul, Mike s'est effondré et s'est excusé pour son rôle dans l'affaire. Il a admis qu'il avait aidé Karen à obtenir les échantillons d'ADN. Karen l'avait convaincu qu'elle voulait simplement confirmer que Davis était le père des 3 enfants pour être rassurée après ce qu'elle avait entendu dans la conversation. Mike n'avait jamais imaginé que Karen divulguerait les résultats de cette façon. Il croyait que si le test montrait que Davis n'était pas le père biologique d'Angie, Karen lui en parlerait d'abord en privé. Mike était rongé par la culpabilité. Davis, furieux, lui a demandé comment il avait pu trahir ainsi notre confiance. Mike n'avait pas de véritable réponse, disant seulement que leur mère avait toujours su le manipuler et qu'il cherchait toujours son approbation. Malgré sa colère, Davis a remercié Mike pour son honnêteté. Mike a proposé de signer une déclaration officielle sur les actions de Karen pour notre avocate, ce qui pourrait nous aider si Karen poursuivait en justice pour obtenir des droits de visite. Une semaine plus tard, nous avons été informés que Karen avait officiellement déposé une requête au tribunal pour obtenir des droits de visite. Notre avocate nous a dit que son dossier était faible mais que nous devrions quand même comparaître. L'audience a été fixée un mois plus tard. Pendant ce temps, Karen a intensifié ses efforts pour se présenter en victime. Elle a contacté davantage de membres de la famille et des amis, leur disant que nous la tenions éloignée de ses petits-enfants pour une simple erreur et qu'elle avait seulement essayé de protéger son fils d'une épouse qui lui aurait menti pendant des années. La veille de l'audience, nous avons reçu un appel surprenant, c'était le pasteur de Karen. Il s'est présenté et a expliqué que Karen avait raconté sa version des faits à la communauté de l'église. Cependant, après avoir entendu des rumeurs selon lesquelles Angie était harcelée à cause d'informations provenant de son groupe de prière, il s'est inquiété. Le pasteur nous a appelés pour s'excuser du rôle éventuel de sa congrégation dans la diffusion de ces informations nuisibles.
Il a ajouté qu'après avoir longuement discuté avec Karen, il s'inquiétait de son incapacité à reconnaître le tort qu'elle avait causé. Il s'est proposé de témoigner en notre faveur si nécessaire, précisant qu'il soutient tous les membres de sa communauté mais ne peut tolérer des actes nuisibles envers des enfants innocents. Nous l'avons remercié tout en espérant ne pas avoir besoin de son témoignage. L'audience a été brève. Karen est venue avec son avocat, qui a plaidé qu'elle avait eu une relation affectueuse avec ses petits-enfants pendant des années avant que nous rompions le contact. Karen a témoigné qu'elle avait fait une erreur par souci pour son fils, mais que ses intentions étaient bonnes. Quand notre avocate a présenté les preuves des actes de Karen, le visage du juge est devenu de plus en plus grave. Angie avait rédigé une déclaration remise au tribunal, elle y expliquait que même si elle avait aimé sa grand-mère, elle se sentait maintenant trahie et en insécurité avec elle. Elle a décrit comment les actes de Karen avaient conduit à son harcèlement et comment Karen avait tenté de la manipuler pour organiser des rencontres secrètes. Le juge a rejeté la demande de Karen, estimant que ces actions démontraient un mépris du bien-être des enfants. Il a émis une ordonnance de restriction temporaire interdisant à Karen de contacter qui que ce soit de notre famille pendant 6 mois, après quoi la situation serait réévaluée. Karen s'est effondrée dans la salle d'audience. En quittant la pièce, elle a hurlé à Davis, « Comment peux-tu faire ça à ta propre mère ?» Davis n'a pas répondu. À l'extérieur, Mike nous attendait. Davis lui a dit de bien faire comprendre à Karen que si elle continuait à répandre des mensonges ou à tenter de nous contacter, nous engagerions des poursuites légales plus sévères. Ce soir-là, Davis et moi avons parlé de l'impact que cette situation avait eu sur notre famille. Malgré le stress et la douleur, nous avons convenu que cela nous avait rapprochés. Le lien entre Angie et Davis s'est renforcé, car elle a montré une maturité impressionnante en soutenant sa sœur. Même Sammy, avec ses 8 ans, semblait comprendre que la famille, c'est l'amour et la protection, pas seulement le lien de sang. Davis m'a avoué un sentiment qu'il avait gardé pour lui depuis des années, il s'était parfois interrogé sur la paternité d'Angie, mais il avait toujours rejeté ses pensées. Le résultat du test ADN, bien que choquant et révélé de façon dévastatrice, lui avait aussi apporté une certaine clarté. La question qui le hantait a trouvé une réponse, Angie n'est pas sa fille biologique, mais cela ne change rien à ses sentiments. Si cela a eu un effet, c'est celui d'avoir rendu leur lien encore plus spécial, il a choisi d'être son père, ce n'est pas la génétique qui l'a dicté. Nous sommes encore en pleine guérison, mais chaque jour devient un peu plus facile. La situation scolaire d'Angie s'est améliorée, le harcèlement a cessé grâce à l'intervention de l'école. Angie a trouvé du soutien auprès de ses vrais amis, ceux qui se moquent de ses origines. Quant à Karen, nous n'avons plus eu de contact direct depuis l'audience. Mike nous dit qu'elle est toujours bouleversée mais semble enfin comprendre que ses actes ont des conséquences. Si notre relation avec elle peut un jour être réparée, cela reste à voir. Pour l'instant, nous nous concentrons sur la guérison de notre famille. Mise à jour 3. 6 mois se sont écoulés depuis ma dernière mise à jour et je sais que beaucoup veulent savoir où nous en sommes, en particulier concernant l'ordonnance restrictive. L'ordonnance temporaire a expiré le mois dernier. Dans les jours précédant son expiration, Davis et moi avons discuté de la marche à suivre. Nous avons décidé de ne pas demander de prolongation, sauf si Karen tentait à nouveau de nous contacter. Tout était resté calme, et nous n'avons vu aucune raison d'en demander une autre. 2 semaines après l'expiration de l'ordonnance, nous avons reçu une lettre de Karen. Cette fois, elle n'était pas envoyée par un avocat, mais dans une simple enveloppe avec son écriture. La lettre manuscrite était adressée à nous deux. Contrairement à ses tentatives précédentes de communication, cette lettre ne contenait ni justification ni excuse. Karen reconnaissait que ce qu'elle avait fait était totalement inacceptable. Elle expliquait qu'elle suivait une thérapie depuis l'audience au tribunal, ce qui l'avait aidé à prendre conscience de son comportement contrôlant et de son absence de limites. Karen écrivait que, même si elle espérait qu'un jour nous accepterions de la laisser revenir dans nos vies, elle comprendrait si cela n'arrivait jamais. Elle ajoutait qu'elle respecterait notre décision quoi qu'il arrive. La partie la plus importante de la lettre était adressée à Angie. Karen demandait si nous pouvions transmettre ses excuses à Angie. Elle assumait pleinement la responsabilité de la douleur causée et reconnaissait avoir trahi la confiance d'Angie de façon impardonnable. Davis et moi avons longuement discuté de cette lettre avant de décider quoi faire. Nous avons convenu de la montrer à Angie et de la laisser choisir si elle souhaitait ou non rétablir le contact avec sa grand-mère. Angie a lu attentivement la lettre et est restée silencieuse pendant un moment. Puis elle a demandé si Karen allait vraiment en thérapie ou si cela n'était qu'une nouvelle tentative de manipulation. C'était une question légitime à laquelle nous n'avions pas de réponse.
Angie a décidé qu'elle n'était pas prête à laisser Karen revenir dans sa vie. Elle a dit, peut-être un jour, mais pas maintenant. Elle m'a demandé d'écrire une réponse à Karen pour lui dire qu'elle acceptait ses excuses mais avait besoin de plus de temps et d'espace. J'ai rédigé la lettre comme Angie l'a souhaité. Nous l'avons envoyée il y a une semaine et n'avons pas encore reçu de réponse de Karen. Pendant ce temps, notre famille s'est stabilisée dans une nouvelle normalité. Angie va obtenir son diplôme de fin d'études secondaires dans quelques mois et a été acceptée dans plusieurs universités. Elle est ravie d'étudier la biologie, un intérêt né en partie grâce à ses recherches sur ses origines génétiques. Davis et Angie ont terminé ensemble un projet qu'ils avaient commencé il y a des années, la restauration d'une vieille moto. Ils l'ont conduite ensemble pour la première fois le week-end dernier, Angie au guidon et Davis en passager. Les voir revenir à la maison en riant et en discutant de leur balade a renforcé ce que nous savions déjà, leur lien n'a rien à voir avec l'ADN. Jacques est devenu plus protecteur vis-à-vis de sa famille. Lors d'une récente réunion familiale, un parent éloigné a fait une remarque insensible sur notre situation. Jacques lui a répondu calmement que les origines de sa sœur ne concernaient personne et que leur famille était intouchable par les ragots. Samy, désormais âgé de 9 ans, a cessé de poser des questions sur le fait que nous ne voyions plus sa grand-mère. Il a accepté notre explication. Parfois, les adultes font des erreurs qui ne peuvent pas se réparer facilement. Mike et Davis ont lentement reconstruit leur relation. Mike a montré sa loyauté envers nous et non envers Karen, refusant même d'assister à des événements familiaux où Karen prévoyait de parler de nous. Mike admet continuer à voir sa mère occasionnellement mais ne discute jamais de nous avec elle. Quant à moi, j'ai commencé à faire du bénévolat dans un centre de soutien pour les victimes d'agressions. La révélation du test ADN m'a obligée à affronter des aspects de mon traumatisme que j'avais mis de côté pendant des années. Travailler avec d'autres personnes qui comprennent m'a apporté une guérison inattendue. Le mois dernier, Davis et moi avons fêté notre 24e anniversaire de mariage. Rien d'extravagant, juste un dîner à la maison avec les enfants. Une fois les enfants couchés, Davis m'a offert une carte disant « Merci pour notre famille ». De simples mots qui signifiaient tout. Je ne sais pas si nous aurons un jour une relation avec Karen à nouveau. Peut-être que le temps guérira ses blessures, ou peut-être que certaines cassures sont irréparables. Ce qui compte, c'est que notre famille Davis, Angie, Jacques, Samy et moi est restée unie. Nous avons traversé cette tempête ensemble et je crois que nous en sommes sortis plus forts. Angie a dit quelque chose récemment qui m'a profondément marqué. Quand les gens me demandent qui est ma famille, je leur dis que j'ai une maman et un papa qui m'ont choisi, un frère qui me défend et une petite sœur qui me regarde avec admiration. Après avoir pleuré devant la beauté de ces mots, je n'ai pu penser qu'à une chose, elle a tellement raison. C'est cela qui compte. Mise à jour 4. J'espère que tout le monde va bien. Notre famille se porte très bien, même si certaines choses se sont passées. Pour commencer, Samy connaît désormais l'histoire de sa sœur. Après avoir eu 10 ans, nous avons estimé que c'était le bon moment pour lui expliquer. Samy a posé quelques questions, mais semble avoir bien compris. Il a aussi parlé avec Angie et ils ont eu une conversation entre frères et sœurs, ce qui les a beaucoup aidés. Angie est maintenant depuis un moment à l'université et tout indique qu'elle poursuivra ses études en biologie. Elle n'a pas changé d'avis et tant que cela la rend heureuse, nous le sommes aussi. Maintenant, la raison pour laquelle je vous écris à nouveau concerne, une fois de plus, ma belle-mère. Qui d'autre, sinon elle? Il y a quelque temps, alors qu'Angie était à l'université, Karen a recommencé à la harceler. Vous vous souvenez peut-être que Karen prétendait suivre une thérapie, soit cela n'a pas fonctionné, soit c'était un mensonge. Quoi qu'il en soit, Angie comme nous étions convenus de rester en contact zéro avec elle. Mais Karen a recommencé à lui envoyer des messages, puis des emails. Comme Angie avait bloqué son ancien numéro, Karen a utilisé un nouveau numéro et s'est présentée comme sa grand-mère dans son tout premier message, ce qui a suffi à Angie pour la bloquer immédiatement. Dans ce premier message, Karen disait qu'Angie, étant maintenant loin de « notre influence », pouvait renouer le contact et rétablir une relation avec elle. Angie a immédiatement compris la tentative de manipulation et l'a bloquée à nouveau. Il est possible qu'elle ait tenté de l'appeler, mais ensuite sont arrivés les emails, toujours sur le même ton, « Ne laisse pas la manipulation de tes parents continuer à t'éloigner de moi », ou des choses de ce genre. Je ne comprends pas pourquoi elle est autant obsédée par Angie, mais nous pensons que c'est peut-être parce que c'est Angie qui lui a échappé ou parce qu'elle sait qu'elle ne pourrait pas faire la même chose avec nos autres enfants sans que nous intervenions. Angie l'a bloquée partout et espère que cela en restera là. Heureusement, depuis 2 mois, il n'y a plus eu de signe d'elle.
Nous en avons parlé avec notre avocate, mais tant que Karen ne commet pas d'actes répréhensibles supplémentaires, nous ne pouvons pas demander une nouvelle ordonnance restrictive pour cela. Nous pourrions encore envisager de la poursuivre pour les propos qu'elle a tenus sur Angie, qui ont conduit à son harcèlement à l'école. Mais comme à l'époque, nous en avons discuté avec Angie pour savoir ce qu'elle en pensait. Angie a dit non. Elle ne voulait pas qu'un procès donne encore plus d'ampleur à l'affaire ni que les gens continuent à en parler. Elle voulait que tout cela soit terminé au plus vite. Nous avons respecté sa décision. Quant à Karen, heureusement tout le monde l'a évitée ou a veillé à ce qu'elle ne nous approche pas. La seule personne qui a encore eu un contact avec elle est Davis, mais seulement parce qu'il s'est trouvé par hasard à des événements familiaux où elle était présente, sans savoir à l'avance qu'elle y assisterait. Karen lui a dit qu'elle était triste que ses enfants ne lui parlent plus et que le reste de la famille la traite comme une paria. Franchement, je ne trouve pas cela injuste, si c'est ce qu'elle est, alors elle est traitée comme il se doit. Davis pense que c'est encore une tentative de manipulation, tout comme ce qu'elle a fait avec Angie, et nous partageons son avis. Elle a même été priée de quitter un de ces événements parce qu'elle dérangeait tout le monde et que Davis ne voulait pas l'écouter. Elle n'est plus invitée à cette maison pour les prochaines réunions familiales. Davis et nous tous restons fermes sur notre décision de la tenir à l'écart. Elle n'a montré aucun véritable remords, ni aucune volonté de changer. Elle reste aussi manipulatrice qu'avant, et en cela, nous n'éprouvons aucune pitié face au fait que la famille ait choisi de la mettre à l'écart. Voilà où nous en sommes.